Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo depuis Las Vegas. Et aujourd'hui, j'ai à côté de moi quelqu'un que je connais bien, Bertrand. Bertrand Rakoto, bonjour. Bonjour Flavien. Quel plaisir de te retrouver ici au CES, Bertrand. Oui, ça fait plaisir puisque ça fait très longtemps qu'on ne s'était pas vu. Donc, une éternité en fait. Voilà. Et la dernière fois qu'on s'est vu, ça devait être sur un plateau télé à Paris, je ne sais plus lequel. Mais ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu parce que... Pas loin d'une dizaine d'années, oui. Ouais, c'est ça. Et parce que maintenant, tu es aux États-Unis. Alors, tu es analyste chez Ducker Carlyle, c'est ça? Exactement. Voilà, et tu es un grand spécialiste de l'industrie automobile, du secteur automobile. Et c'est comme ça qu'on s'est connus, en fait, en réalité, parce qu'on a eu l'occasion de bosser un petit peu ensemble aussi sur ces sujets-là. Et donc, je profite de ta présence aujourd'hui pour te poser pas mal de questions. D'abord, sur le CES en lui-même, c'est devenu, au fil du temps, et d'ailleurs, ta présence le montre, voilà, au fil du temps, c'est devenu quand même un salon qui s'est tourné vers la mobilité. Alors, pas que l'industrie automobile, mais la mobilité, beaucoup de mobilité électrique sous toutes ses formes. Est-ce que c'est devenu incontournable pour le monde de la mobilité, et puis même pour les constructeurs? Alors, le CES est resté un salon incontournable depuis qu'en fait, on a commencé avec ce qu'on appelait CASE ici, donc l'automobile connectée, automatisée, shared, donc là, il n'y a pas vraiment de mot français qu'on puisse mettre, et puis électrifiée. Donc en fait, ces quatre caractères-là ont amené beaucoup l'automobile et la mobilité au sein du CES, et donc ça a changé un petit peu la présence automobile. Aujourd'hui, c'est devenu incontournable. Il faut vraiment, si on a des nouveautés technologiques à montrer, être là. Alors, petit à petit, ce qu'on appelait CASE, donc ces 4 lettres, ça s'est un petit peu estompé. On a quitté un peu cette partie connectée, même si maintenant la connexion est faite dans tous les véhicules, mais c'est moins une question d'actualité, vraiment une question de plus d'intégration de ces technologies-là, et en fait ce qu'on en fait maintenant, quelles sont les prochaines étapes. La conduite autonome, bon, c'est un petit peu passé de mode, maintenant on n'est plus sur les ADAS, et puis également alors, les mobilités partagées, c'est un autre sujet. L'électrification est encore très présente ici, donc on a quand même certains sujets qui sont restés, et d'autres qui sont en train de se transformer. Donc aujourd'hui on parle beaucoup plus de software defined vehicle ici aujourd'hui, donc c'est-à-dire l'intégration de tous les systèmes du véhicule en un seul logiciel pour faire tout fonctionner ensemble. Donc ça, c'est le vrai problème aujourd'hui, parce qu'on veut repasser une voiture où on a 4 systèmes, ou 8 ou 10 systèmes indépendants, en un seul système qu'on peut mettre à jour régulièrement. Donc essayer de prolonger le véhicule où on aura on aura toujours des écrans avec des pixels peut-être un petit peu plus gros, parce que automotive grade, comme on dit ici, il faut avoir une qualité qui puisse résister à tous les climats et les vibrations d'un véhicule, mais en même temps on doit pouvoir avoir un système qui se mette à jour et pas avoir une voiture qui a 15 ans avec un système à l'intérieur qui affiche ces 15 ans là. Donc il y a une partie de mise à jour autour du software defined vehicle, et beaucoup aujourd'hui on a une autre technologie qui est en train d'être mise en place, ou plutôt visible ici au CES 2024, c'est l'intelligence artificielle. Alors pour aider à la vente, pour aider à la conception du véhicule. Alors, c'est pas forcément... Alors, on parle un petit peu de ChatGPT dans les véhicules ou... Tous les constructeurs en ont parlé, hein. Alors, parce qu'il faut en parler aujourd'hui. Celui qui ne parle pas d'intelligence artificielle, il est à côté de la plaque. Mais c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé. Mais pour les ventes, par exemple, tu peux nous en dire un mot? Parce que c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé jusqu'à présent. Alors, c'est surtout pour mettre en place en fait des systèmes qui vont permettre de mieux analyser les données qu'on a sur les clients et sur les véhicules. Donc, l'idée, c'est de pouvoir, toutes ces données qu'on a depuis très longtemps, c'est pouvoir les mettre dans un système qui va pouvoir enfin permettre de les analyser et d'en tirer quelque chose qu'on puisse valoriser pour aider à la vente, pour aider à faire des véhicules qui correspondent mieux aux besoins du client, pour pouvoir mieux comprendre quand le client a besoin d'un véhicule, quel type de véhicule il a besoin, où est-ce qu'on va le vendre, quelles sont les options qui l'intéressent. Donc, l'idée, c'est essayer d'être un petit peu plus prédictif et un peu plus présent, répondre aux clients. Il faut comprendre une chose, c'est que dans l'automobile, pendant très longtemps, le client, le constructeur n'avait aucun contact avec lui à part dans les tests cliniques. C'est-à-dire que le constructeur faisait des véhicules, le véhicule était vendu par un réseau, le réseau, c'était lui qui était en contact avec le client. Donc maintenant, on a cette possibilité à travers l'intelligence artificielle, à travers le véhicule connecté, à travers tous les outils Internet, de pouvoir faire un véhicule qui va communiquer avec le client et sur lequel le constructeur, du coup, va pouvoir communiquer lui aussi avec le client. Donc il faut pouvoir tirer les marrons du feu de tout ça. Et l'intelligence artificielle, c'est surtout des capacités de calcul. Et ces capacités de calcul-là, c'est d'essayer de comprendre comment est-ce qu'on va utiliser ces données. On parle beaucoup des données automobiles, qui sont relativement sous-exploitées, mais là, on commence à pouvoir voir éventuellement des solutions pour pouvoir exploiter ces données, les comprendre, en tirer quelque chose de positif pour le client. Ouais, ça, les constructeurs en parlent pas beaucoup évidemment parce qu'ils mettent beaucoup l'accent sur les avantages pour le client d'avoir une voiture qui va être connectée avec une intelligence artificielle qui va pouvoir interagir en permanence.
bien sûr l'intelligence artificielle, même générative, donc il y a un champ des possibles qui est tout à fait considérable. Donc c'est vrai que c'est vraiment le grand truc de ce CES 2024 et je pense qu'on en est qu'au tout début. Je profite quand même de ta présence, Bertrand, pour que tu puisses nous dire un mot sur le marché automobile américain. Oui. C'est important, je rappelle que c'est le deuxième marché au monde après le marché chinois. Comment va-t-il? Comment s'est passé l'année 2023 aux États-Unis avec une économie américaine qui, contrairement à ce qu'on avait pu anticiper, n'est pas rentrée en récession, donc une bonne résistance. Est-ce que le marché automobile est à l'image de l'économie américaine en 2023? Alors, le marché automobile se porte plutôt pas trop mal. Il a repris en 2023. Ce qu'il faut faire, là où il faut faire attention, c'est un petit peu le relief. C'est-à-dire qu'il faut toujours contraster les choses par rapport à ce qui s'est passé dans le passé. Le marché américain, c'est environ 16,5 à 17 millions de véhicules par an, neufs, vendus. En 2023, on était à 15 millions, 1, 2, on attend les chiffres définitifs. Ça veut dire qu'on est quand même en reprise, on récupère, on ne parle pas de croissance parce qu'on est plutôt en correction. Donc on a une correction, on revient à l'avant-Covid. Les ventes donc se porte plutôt pas mal. En revanche, quand on regarde, il y a eu une belle progression par rapport à 2022, mais 2022 était une année qui était inférieure à 2021. Donc on est passé de 14,8 millions à 13,8 millions, et puis maintenant on est remonté à 15 millions 1, 2. On devrait rester au-dessus de 15 millions cette année. On a un marché qui est bridé par deux choses. La première, c'est on a toujours des ruptures dans les chaînes d'approvisionnement. Ah bon, toujours ça? Toujours. Parce qu'aujourd'hui, alors c'est vrai que ça a beaucoup pénalisé les marchés partout dans le monde, hein, en Europe, aux États-Unis. En 2022, on en a beaucoup parlé, mais aujourd'hui, globalement, le message qui est plutôt passé, c'est de dire on a une normalisation qui est quasiment effectif. Toi, tu nous dis qu'aux États-Unis, c'est pas si simple que ça? C'est quasi effectif sur les semi-conducteurs, mais il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup de ruptures dans les chaînes d'approvisionnement sur beaucoup de produits divers et variés parce qu'en fait, il manque un petit élément dans un produit. Par exemple, dans des pigments dans les peintures, il y a eu des choses comme ça en fait. Et on s'aperçoit que ce sont des choses qui sont ponctuelles. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur des ruptures, on va dire, pendant 18 mois, on n'aura pas ça. Non, on s'aperçoit qu'il manque un élément. Et du coup, pendant 6 mois, on ne pourra pas produire soit un composant du véhicule, soit on va avoir un composant du véhicule qui va être dégradé. Donc par exemple, on n'aura pas sur certains lettrages de chrome, parce que on n'a pas pu avoir des éléments pour pouvoir le faire. On a eu des problèmes en 2021 avec, par exemple, le gel dans certains États aux États-Unis, qui n'étaient pas des États préparés pour ça. Donc, on a eu une absence sur les mousses de siège, typiquement. Donc, on est face encore à des problèmes liés à ça, qui sont américains, mais qui viennent aussi d'autres pays, puisqu'on a des ressources qui viennent d'Asie et d'ailleurs, pour lesquelles on a des chaînes d'approvisionnement qui sont ponctuellement en difficulté. Et donc ça limite le marché. C'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est qu'on est toujours sur des véhicules chers avec un taux d'intérêt élevé. Donc, ces deux choses-là... Mais non, mais il passe devant, le monsieur, il est tranquille. Les taux d'intérêt, ouais, ça pénalise quand même. Les taux d'intérêt pénalisent énormément. On est sur des véhicules où les taux d'intérêt aujourd'hui, pour l'américain moyen, on emprunte autour de 6-7%. C'est très élevé. Alors, il y a toujours des démarches pour vous payer rien pendant 3 mois, pour vous... Hop, bon, c'est pas grave. Tout le monde nous passe devant. Le buy now, pay later. Buy now, pay later, le leasing aussi, alors il y a les taux d'intérêt sur le leasing, hein, bien sûr, mais on joue un peu sur la valeur résiduelle parce que pendant les 3 dernières années, les valeurs résiduelles étaient hautes, mais malgré les valeurs résiduelles hautes, le taux d'intérêt fait que finalement le lease va être élevé. Là aujourd'hui, on a des valeurs résiduelles qui sont en train de baisser, donc finalement, ça veut dire que les leases vont monter. Donc il y a quand même des éléments et des mécanismes qui font que le véhicule n'est pas forcément facilement abordable, et puis surtout, tant qu'il y a des rupture sur les chaînes d'approvisionnement, les constructeurs continuent de poursuivre cette stratégie de dire les éléments qu'on a, ou plutôt les matériaux qu'on a et les composants qu'on a, on va les mettre sur les véhicules qui sont plus profitables, donc des véhicules qui vont être nécessairement plus chers. Donc les segments B et C sont un peu négligés par les constructeurs, donc du coup on a un prix d'entrée dans le marché qui reste plus élevé. Avant le Covid, le prix moyen d'une voiture neuve aux États-Unis, c'est 37 000 $. Aujourd'hui, on est toujours autour de 46-47 000 $. Alors, entre autres, il y a aussi l'électrification, parce que le panier moyen d'un véhicule électrique, jusqu'à l'année dernière, c'était 66 000 $. On a beaucoup baissé, on a 55-56 000 $ aujourd'hui. C'est Tesla qui casse un peu les prix et les autres s'alignent un peu derrière? Tesla donne un peu le là en la matière sur les politiques tarifaires, non? Il y a un petit peu de ça, mais il y a aussi une autre chose, c'est que les constructeurs investissent de plus en plus dans les véhicules électriques, et l'offre se déploie beaucoup sur les véhicules moins chers. Donc, il y a des prix d'entrée qui sont quand même moins élevés. On le voit avec GM qui est en train d'arriver avec un certain nombre de véhicules. Alors on attend toujours comment il s'appelle, l'Equinox électrique qui devait démarrer à 30 000 $, finalement 35. On l'attend toujours, il n'est pas encore prêt pour être dans le marché, alors que le Blazer est déjà commercialisé. Donc finalement, on est dans un marché où il faut que les prix baissent un peu plus, même si on a eu une revalorisation des salaires. Alors il y a eu AW,
mais pas que l'UAW. Il y a eu une revalorisation des salaires un petit peu partout aux États-Unis. Ça a quand même beaucoup augmenté depuis le Covid. Donc, il y a une économie quand même qui se porte pas trop mal. Et donc, un marché de l'automobile qui est plutôt pas mal, même s'il reste bridé. Donc, par des prix élevés et des taux d'intérêt élevés, et puis également par une production qui est un peu tenue. Donc en fait, ce double mécanisme fait qu'on a un marché qui est quand même un peu tenu en laisse, et ça risque de durer encore peut-être 2 ou 3 ans avant qu'on sorte vraiment la tête de l'eau et qu'on comprenne clairement où va l'économie, même si l'économie se porte bien. IRA, donc Inflation Reduction Act, a permis d'avoir beaucoup d'investissements ici aux États-Unis, et l'emploi se porte très bien. L'emploi se porte très bien et du coup, quand on est en situation de plein emploi, évidemment, pour les salaires, ça a plutôt tendance à tirer les salaires vers le haut parce que les salariés peuvent négocier des salaires assez facilement. Dernière question peut-être, Bertrand, Oui. sur les stratégies des constructeurs. On sait que chaque constructeur des constructeurs ont des stratégies différentes, en quelque sorte. Il y a des constructeurs qui sont un peu dans la course aux parts de marché aux États-Unis, mais pas seulement, et donc qui veulent faire des volumes, donc ils sont assez agressifs sur les prix. Il y en a d'autres qui, au contraire, essayent de préserver leur marge. Dans un marché qui est quand même encore nettement en dessous de son niveau pré-crise Covid, c'est vrai aux États-Unis, mais c'est vrai aussi en Europe. Est-ce que tu penses que cette stratégie, elle est tenable de ne pas finalement commencer à rentrer dans une logique de promotion et de baisse des prix? Alors, on est dans une logique de promotion et de baisse des prix pour beaucoup de constructeurs. Ça se voit pas forcément toujours facilement à l'œil nu. On est revenu en fait dès 2022, quand il y a eu le premier creux de la vague post-Covid. On a eu un marché où on a commencé à avoir de nouveau des offres. Vous payez pas pendant les 3 prochains mois. On a vu des offres avec des rabais qui sont revenus en concession, alors qu'on était encore dans un moment où il y avait des ruptures sur la chaîne d'approvisionnement, qui étaient encore très dures. Donc, on a déjà des rabais qui sont revenus depuis 1 an et demi. Donc, on a de nouveau on a arrêté les markups. Donc, les markups, c'est une stratégie où les concessionnaires peuvent rajouter un prix pour dire c'est une revalorisation du véhicule parce que le marché est plus élevé que prévu. Donc, on vend le véhicule plus cher que le tarif catalogue du constructeur. Ça a disparu depuis 1 an et demi et on est revenu sur des rabais parce qu'il faut quand même faire revenir les clients. Mais on n'est pas encore sur des rabais suffisants pour dire qu'on a vraiment besoin d'appâter le client pour revenir. Donc, on a une stratégie des constructeurs qui aujourd'hui n'est pas forcément tenable dans la distance, mais tant qu'on aura un marché qui va être tenu par des taux d'intérêt élevés et des prix de véhicules où la moyenne des prix va être plus élevée, on peut continuer à essayer de vendre des véhicules un peu plus profitables et ne pas être trop présent sur les segments les plus bas, même si il y a quand même un paquet d'Américains qui aimeraient pouvoir avoir un véhicule neuf et qui se rabattent sur de l'occasion récente, peut-être sur un véhicule du coup un peu plus gros. Ça crée un autre mécanisme, c'est que dans quelques années, si les constructeurs remettent des véhicules de segment B, les gens se sont habitués à avoir des véhicules de segment C, D ou E. Et là, ça va être plus dur parce que revenir sur un véhicule plus petit, une fois qu'on a développé les besoins et qu'on a utilisé le volume supplémentaire du véhicule, il n'y a pas de retour en arrière possible ou c'est difficile. Je suis bien d'accord. Merci Bertrand pour toutes ces analyses. Merci à toi. Désolé pour les gens qui sont passés, mais c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez, on est au salon, il y a plein de monde. Il y a vraiment beaucoup de monde aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Bertrand, à très bientôt. J'espère pas dans 10 ans du coup. Oui, plus rapidement, en Auvergne, à Paris ou aux États-Unis. Et puis, merci Flavien et merci à tous à toutes et tous. Voilà. Et bienvenue au CES 2024. Bonne continuation Bertrand. À bientôt. Merci. Au revoir.